Bienvenue à cette nouvelle capsule de la série à hauteur d'auteur organisée par la Revue internationale PME. Nous avons le plaisir de recevoir Isaka Umaru Haru, doctorant à l'ESG-UQAM, qui a souhaité discuter de l'article publié en 2020 et intitulé Les missions des associations constitutives des écosystèmes entrepreneuriaux. Nous avons le privilège d'avoir l'auteur de ce papier, Gaël Guéguen, professeur en stratégie et entrepreneuriat à la TBS Business School, pour un échange à hauteur d'auteur avec ce doctorant du champ de l'entrepreneuriat. Isaka, je te laisse donc prendre le relais et échanger avec l'auteur de l'article que tu as sélectionné. Parfait, merci Toby. Donc, tout d'abord, je voudrais évidemment remercier la Revue internationale PME donc, pour cette belle opportunité d'échange et merci également à Gaël donc, d'avoir accepté cet entretien donc, afin vraiment de discuter de l'article portant sur les missions des associations constitutives des écosystèmes entrepreneuriaux, donc article qui, qui a été mis en service en 2020. Et enfin, merci aussi à Toby d'avoir organisé cette rencontre. Donc, je vais commencer par un bref résumé de l'article donc, qui nous permettra donc, d'entamer les échanges. Donc, l'article porte sur l'analyse d'un acteur spécifique des écosystèmes entrepreneuriaux, à savoir les associations, ou plus communément, donc ici au Québec, organisations à but non lucratif. Donc, du fait de certaines caractéristiques des associations, donc par exemple leur dimension sociale, l'absence de propriétaires et d'une vision relative de la performance économique ou financière, donc, ces associations s'avèrent être des acteurs particuliers de l'écosystème entrepreneurial. Donc, l'article identifie et catégorise les missions des associations constitutives des écosystèmes entrepreneuriaux à travers donc des caractéristiques spatiales et temporelles donc d'un territoire donné. Donc, dans le cadre de l'article, les caractéristiques qui ont été retenues qui favorisent les créations d'entreprises donc, sont la taille du territoire, le niveau de capital humain et le taux de chômage. Donc, ces caractéristiques peuvent aider justement à comprendre pourquoi des acteurs qui appuient la création d'entreprises telles que les associations vont apparaître. Donc, ce sont ces caractéristiques-là qui ont été retenues donc, dans le cadre de l'article. Et donc, de façon spécifique, l'article analyse comment la population, le capital humain et le taux de chômage d'un territoire sont liés au type d'association dédiée à la création d'entreprises en intégrant donc une dimension qui m'apparaissait vraiment intéressante, donc la dimension temporelle. Et donc, sur le plan méthodologique, donc, l'article a adopté une perspective longitudinale donc, et a permis donc d'étudier la population des associations donc, en France entre 1997 et 2016. Donc, et ces associations ont été étudiées donc, dans leur objet social et la mention de la création d'entreprises et ou de l'entrepreneuriat. Donc, environ 1985 cas ont été recensés. Et à travers une méthode d'analyse des corpus textuels, donc les résultats de la recherche soulignent une diversité de missions qui ont été regroupées en 5 classes de missions. Donc la première classe fait référence à l'échange entrepreneurial, donc c'est-à-dire la promotion, par exemple, d'un état d'esprit entrepreneurial. Et la deuxième classe fait référence à la mission d'aide à la gestion. Donc, ça peut être des conseils sur le plan administratif, financier. Et ensuite, la troisième classe fait référence à l'accompagnement au projet. Donc là, c'est vraiment l'accompagnement plus au pré-démarrage, démarrage des entreprises, donc notamment avec le travail qui est fait, par exemple, au sein des incubateurs. Et la quatrième classe fait référence aux préoccupations sociales, donc toutes les dimensions sociales des associations. Et enfin, la cinquième classe fait référence à l'entrepreneuriat étudiant.
Donc là, on fait référence aux missions donc, de capital humain, de talent, de ressources humaines. Et donc, ces critères ont été, ces différentes classes plutôt ont été identifiées et ont permis donc à l'auteur donc de faire ressortir des grandes caractéristiques par rapport aux missions donc des associations. Et donc ces résultats permettent vraiment de constater un effet du contexte de l'écosystème sur le type des associations qui vont se retrouver au sein d'un territoire. Donc, de façon vraiment globale, euh, et aussi en lien avec mon sujet de thèse qui vise à étudier donc l'accompagnement entrepreneurial au sein des entreprises d'économie sociale, donc des entreprises à finalité sociale. Donc, cet article m'a interpellé justement du fait de son sujet d'étude, donc qui est vraiment les associations. Et donc, dans la littérature en entrepreneuriat, l'approche en termes d'écosystème s'est beaucoup concentrée sur les entreprises classiques, donc notamment les entreprises à forte croissance. Alors que au niveau de cet article-là, on nous offre justement une nouvelle perspective sur les études d'écosystèmes entrepreneuriaux en étudiant donc les associations. Et donc, le concept d'écosystème en entrepreneuriat ne se limite donc pas au secteur à but lucratif uniquement. Donc, car de nombreux acteurs entrepreneuriaux des secteurs publics et à but non lucratif jouent justement un rôle crucial donc en facilitant ou en contraignant les éléments d'un écosystème. Et donc, vraiment en comprenant les rôles des différents acteurs, notamment les associations, comme c'est le cas de l'article, donc cela permet justement de souligner leur apport afin de créer un contexte donc propice à l'émergence et au développement d'entreprises. Donc, ce sont vraiment ces éléments qui m'ont interpellé donc, et qui m'ont donc donné vraiment envie de pouvoir échanger avec Gaël. Donc, peut-être pour justement vous permettre de réagir, Gaël, j'aurais deux petites questions à vous poser par rapport donc, à ma compréhension de l'article. Donc, la première question, c'est justement cette focalisation sur ce type d'entreprise, entre guillemets, donc les associations, et car dans la littérature sur les écosystèmes entrepreneuriaux, on évoque en général deux approches donc dissemblables. Donc l'approche descendante et l'approche ascendante. Donc l'approche descendante suppose que les écosystèmes pourraient être créés et gouvernés par une main visible. Donc par exemple, juste par la mise en place de politiques publiques qui sont déjà prédéterminées. Par contre, l'approche ascendante suppose que les écosystèmes évoluent dans le temps comme les écosystèmes naturels. Donc, ma question, c'est que dans quelle approche situeriez-vous les 5 missions des associations que vous avez identifiées dans votre article? Alors merci Saka pour avoir en premier lieu vu mon texte et qu'il ait pu retenir votre attention. Vous m'envoyez très honoré. Et merci pour ce moment d'échange au sein de la communauté PME et entrepreneuriat francophone. Alors, votre question, on pourrait y répondre en considérant tout simplement que c'est un mix entre ces approches, hein. Vous l'avez dit, vous l'avez envisagé, des subventions, des orientations peuvent être mobilisées, éventuellement affectées. Alors, ça va favoriser l'émergence du terrain, hein. Un exemple typique pour moi, c'est le développement de l'industrie de l'accompagnement entrepreneurial. On va avoir des structures un peu amont qui vont impulser par des fonds, par des ressources, par des compétences, des initiatives. Alors peut-être si je veux répondre directement à votre question, dans les 5 grands types de missions identifiées, peut-être que l'accompagnement du projet, peut-être que préoccupation sociale y correspondent. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est pas cette vision descendante ou ascendante. C'est une vision différente qui, à mon avis, est capitale pour comprendre le texte et pour comprendre l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est la dimension culturelle.
Dans le texte, dans cet article, j'évoque une notion qui m'est chère, elle est de plus en plus chère parce que je travaille de plus en plus là-dessus, c'est cette notion d'entrepreneurialisme. L'entrepreneurialisme, c'est le fait de considérer que l'entrepreneuriat va se diffuser dans les différents pans de la société. Alors souvent, on considère que grâce à l'entrepreneuriat, on va solutionner un certain nombre de maux. Et pour moi, un ouvrage marquant, fort, important, qui a initié au final la recherche dont vous avez fait le résumé en entame, c'est l'ouvrage de Brad Feld sur les communautés start-up, construire un écosystème entrepreneurial dans la ville. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des gens qui vont se retrouver, qui partagent une culture de l'entrepreneuriat. Et en regard de cette culture de l'entrepreneuriat, ils vont essayer de favoriser un certain nombre d'actions qui vont encore plus favoriser l'entrepreneuriat. Alors bien évidemment, on peut avoir des aides de l'amont. Bien évidemment, ça vient du temps, mais pour moi, ce qui est important, c'est l'importance de cet entrepreneurialisme. On pense, on réfléchit de plus en plus en termes d'entrepreneuriat. Et au final, peut-être que la question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on arrive aujourd'hui dans une sorte de religion de l'entrepreneuriat dans laquelle on aurait le développement d'un certain nombre d'initiatives. Alors bien évidemment, il faut appréhender l'analogie, voire la métaphore quand j'utilise le mot religion, mais mon idée, c'est ça, c'est essayer de faire passer le message qu'il y a cette dimension culturelle qui va transcender l'amont et l'aval. Parfait. Vous avez effectivement tout à fait raison de revenir sur la notion d'entrepreneurialisme. Et d'ailleurs, dans l'article, vous faisiez justement une distinction entre l'entrepreneuriat de nécessité et l'entrepreneuriat par opportunité, où justement, il faut avoir cette distinction en tête parce que, comme vous l'avez mentionné, les gens n'entreprennent pas pour les mêmes raisons. Donc, cette idéologie entrepreneuriale-là, effectivement, je pense qu'il faut la nuancer, notamment par rapport au contexte dans lequel les personnes qui veulent entreprendre évoluent. Donc, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je voulais poser une question par rapport à ça, mais donc c'est tout à fait bien d'avoir donc évoqué cette notion-là. Et enfin, j'aurais une dernière question et par rapport à la posture méthodologique de l'article qui était basé sur un découpage géographique. Donc, justement, quand on parle d'écosystème, euh, on fait référence en général de la nature interreliée et interdépendante, donc des différents acteurs de cet écosystème-là. Donc, je voulais vérifier, est-ce que il vous a été possible ou envisageable de catégoriser les missions donc des associations que vous avez identifiées en adaptant donc une lecture plus multiniveau, donc une lecture macro, méso, micro, surtout que avec donc la base de données dont vous avez eu accès, donc je me suis posé la question à savoir est-ce que cette façon d'aborder l'article sur le plan méthodologique vous a effleuré l'esprit ou vous avez donc, dans un premier temps, vraiment adopté cette posture de découpage géographique? Alors, c'est une question complexe, hein. Elle est simple dans la formulation, vous l'avez très très bien formulé, Isaka, mais dans les faits, il y a des dimensions de complexité beaucoup plus grandes. Écoutez, moi je trouve que la notion de limite, de frontière est consubstantielle aux écosystèmes entrepreneuriaux. Ils se définissent dans une logique de territoire. Mais la question qu'on a tout le temps, c'est quel est le territoire pertinent? Alors, bien évidemment, le décideur, il a besoin de frontières pour allouer des actions. Il va allouer ses actions, il va allouer ses ressources dans un territoire donné. Ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dehors. Le chercheur aussi, il a la nécessité d'avoir ses frontières géographiques. Qu'est-ce qu'il va considérer comme le territoire pertinent? Qu'est-ce qu'il va considérer comme extérieur? Dedans, dehors, encore une fois. Alors bien évidemment, le chercheur, il travaille avec des statistiques. Les statistiques reposent souvent sur un certain nombre de délimitations, de découpages standards, et donc on va utiliser ces éléments. Mais dans un écosystème entrepreneurial, quand vous regardez les recherches, qu'est-ce que c'est? Si je parle de la ville de Waterloo, donc l'écosystème entrepreneurial, ça sera la ville. Si je parle de la Silicon Valley,
ça serait une forme de région un peu englobante. On a tous entendu parler, par exemple, d'un pays comme Israël, donc l'écosystème entrepreneurial peut se résumer également à la notion de pays. Et donc, moi, je pense, et ça fait le lien un peu à la question que vous m'avez posée initialement, bien évidemment, il est possible de voir des aides, des actions en fonction des différents niveaux de la structure. En France, on a un découpage ville, département, région, État. À chaque fois, on peut avoir des acteurs qui vont contribuer dans cette raison, dans ces actions. Mais vous avez raison, il y a des interrelations. Ces interrelations, elles sont indéniablement fortes. Mais pour moi, je ne pense pas qu'il y a nécessairement une mission qui va correspondre au niveau micro, une autre au niveau méso, une autre au niveau macro. Moi, je pense plutôt qu'il y a des éléments moteurs qui vont se retrouver aux différentes strates, micro, méso et macro. Et en fonction des différentes actions, la conjugaison, l'orientation globale permettra de faire l'émergence d'un écosystème entrepreneurial et d'être appréhendé par la recherche comme par l'action, par ceux qui vont étudier, ceux qui vont travailler, ceux qui vont profiter de l'écosystème entrepreneurial pour favoriser un dynamisme entrepreneurial, un dynamisme économique. Ok, parfait. Parfait. Donc, merci vraiment pour la question et pour la réponse plutôt. Donc, j'ai posé cette question de limitation, c'est parce que, évidemment, lorsqu'on regarde la littérature académique, on se rend compte que finalement, euh, le débat académique s'est beaucoup concentré, je dirais, sur les éléments qui configurent les écosystèmes et ensuite leur influence éventuellement sur la création d'entreprises à forte croissance. Donc, vous avez évoqué le cas de Waterloo de la Silicon Valley, qui à un moment donné et jusqu'à maintenant, je pense, à un certain degré, continue d'être des référents. Donc, pour d'autres politiques publiques donc, qui souhaitent les imiter. Donc, cette question me paraissait importante parce que ben, est-ce qu'il n'y a pas un risque ou un danger justement de juste calquer donc, ce qui est fait dans ces écosystèmes-là dans des contextes qui ne sont pas peut-être adéquats ou dans des cas beaucoup plus poussés, on risquerait peut-être justement d'adopter ou de mettre en œuvre des pratiques donc, qui seraient contraires à ce qui devrait être et ultimement, ça pourrait aussi peut-être donc ne pas permettre à certaines régions, par exemple, de se développer parce que ben, le contexte ne sied pas à ce que les pouvoirs publics aimeraient mettre en place dans ces écosystèmes. Donc, c'est pour ça. Oui, Saka, vous avez raison. Après, je crois qu'on sait qu'on ne peut pas répliquer la Silicon Valley, hein. Plusieurs ont essayé, ça n'a jamais fonctionné. En France, on a quelques exemples, ça n'a jamais fonctionné. Bah, en fait, ça permet peut-être de boucler avec ce qu'on a dit en entame et revenir sur la notion d'entrepreneurialisme et de culture entrepreneuriale. Je pense que chaque région correspond à une culture bien déterminée. Peut-être qu'il faudra des mesures, des structures, des mécanismes contingents à la culture entrepreneuriale du lieu. Exact, exact. Parfait, parfait. Donc, je pense qu'on a fait le tour et vraiment, je vous remercie énormément, Gaël, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur cet article. Avec grand plaisir, Isaka. Et Merci. moi aussi, ben, je vais en profiter pour remercier les deux, Gaël et Isaka, au nom de la revue internationale PME. Merci d'avoir participer à cet échange à hauteur d'auteur. Donc, merci Isaka d'avoir préparé ben, le descriptif de l'article, d'avoir pris soin également de sélectionner l'article. Et puis, je crois que ça a vraiment entraîné un riche échange autour de la culture de l'entrepreneuriat, voire l'entrepreneurialisme. Donc, un sujet, je pense, qui passionne beaucoup de jeunes chercheurs. Et donc, c'est un article qui peut s'insérer dans cette plus grande discussion scientifique. Donc, merci d'avoir partagé vos réflexions et ce sera un plaisir de vous retrouver éventuellement. Merci, Toby. Merci.